On était en train de se dire qu'on n'avait pas trop d'autorité, visiblement, puisque tout le monde n'est pas encore là, mais on va quand même démarrer. Donc avec Karen, cette seconde table ronde, je vais vous laisser appeler vos invités. Et puis je vous rappelle rapidement de flasher le QR code qui va vous permettre de poser toutes vos questions, comme pour la première table ronde. Vous posez toutes vos questions pendant les échanges. Et puis Frédéric se fera le relais en fin de table ronde. Karen, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer, je voulais quand même vous donner des premiers éléments de contexte, comme m'a demandé Étienne, je ne sais plus où il est. Alors l'an dernier, lors de sa journée régionale, vous y étiez peut-être, avec Santé Nouvelle-Aquitaine, avait accueilli des représentants d'organisations étudiantes qui avouaient ne jamais aborder la question de l'interpro dans leur cursus, qu'ils regrettaient fortement. Même son de cloche des jeunes professionnels qui arrivent en exercice de ville parlent d'un choc, bon, plutôt positif, mais d'un choc quand même de culture face aux nombreuses ressources que peut leur proposer une équipe coordonnée en premier recours. Donc pour 2024, on a décidé de voir on va pas dire l'autre côté du miroir parce que c'est pas du tout ça, mais de donner la parole cette fois aux facultés, aux instituts de formation et à toutes les personnes, enfin une personne en tout cas, qui innove sur l'aspect pluripro. Parce que l'idée, c'est de voir ce qui freine le déploiement de ces enseignements. Bonjour, bonjour, bonjour. Et de mettre aussi en avant les initiatives qui fonctionnent déjà et qui peuvent évidemment vous inspirer. Donc pour faire rapidement un parallèle entre la première table ronde et celle-ci, lors de la première table ronde, on a parlé de la collaboration sur le terrain, de la meilleure collaboration, mais aussi d'un champ de compétences élargi, des ingrédients qui sont indispensables pour que demain, apprendre à se connaître et à travailler ensemble devienne naturel, j'ai envie de dire enfin naturel. Cette évolution des pratiques passe par la formation pluripro, une petite révolution pour la formation initiale qui est peu habituée à sortir des silos. Alors comment est-ce qu'on joue collectif, j'allais dire positif, non, comment est-ce qu'on joue collectif? On va le voir avec nos invités. Donc j'appelle sur scène le professeur Jean-Philippe Joseph, professeur de médecine générale à l'université de Bordeaux, coordonnateur du DES de médecine générale et médecin généraliste dans une structure type MSP qui est en cours de finalisation. C'est bien ça? Bon. Bienvenue, merci. Bertrand Vialel, cadre de santé formateur à l'IFSI Croix-Rouge de Bègle. Louise Bourdel, médecin de santé publique à la Caisse centrale de la MSA, en charge des sujets de politique de santé, notamment l'action menée sur Réductour. On va y revenir, merci. Aristide Bild, médecin généraliste, et vous êtes en ce moment, vous travaillez votre thèse. Alors je vais vous la lire parce qu'elle est encore provisoire, mais elle est assez longue, donc je me permets de la lire. Le titre, c'est « Intérêt déclaré des étudiants de médecine générale en fin de cursus concernant une formation pluripro à l'ESPR, qui est l'exercice coordonné des soins primaires. D'accord, merci. Et Ingrid Hervouette, c'est bien cela, cadre de santé formatrice à l'IFMK à la Croix-Rouge de Bègle. Bienvenue, installez-vous. Alors Jean-Philippe, je voulais peut-être commencer par vous, et c'est bien, vous êtes juste à côté de moi. La formation initiale des professionnels de santé a été initialement construite en silo. Pourquoi est-il important, urgent aujourd'hui d'apporter une dimension pluriprofessionnelle? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité ici. Je n'ai pas le rôle le plus facile parce que justement, sur le plan de l'organisation de l'enseignement, comme vous venez de le dire, l'organisation de l'enseignement se fait plutôt en silo, par métier ou par type de métier. Et par spécialité, si on prend par exemple les spécialités médicales. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc il y a une évolution dans le même temps sur le territoire de l'organisation des soins de santé primaire. Et donc du coup, maintenant, l'organisation se fait avec un aspect pluriprofessionnel et non pas celui qu'on a connu, comme moi j'ai connu quand j'étais étudiant. Donc pour ces deux raisons, on est obligé de faire évoluer l'enseignement au niveau de l'université, mais on a un petit peu de retard. En tout cas, on a un peu de retard plus sur le plan théorique que sur le plan pratique. Dans quel sens? Alors, dans quel sens? Parce que sur le territoire, on souhaite, nous, développer les terrains de stage et la formation pratique auprès des maisons de santé pluriprofessionnelles ou dans les CPTS, très clairement.
c'est pas forcément couronné de succès, il faut bien le dire. Et on a un peu de mal à recruter dans les maisons de santé de la Nouvelle-Aquitaine de nouveaux terrains de stage dans les maisons de santé. Ça, c'est une première chose pour différentes raisons que l'on peut discuter. Et donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est le problème des enseignements, parce que la coordination des soins est très peu abordée en deuxième cycle. Et quant au troisième cycle, elle est abordée lors des enseignements, mais très peu en fait. Et en tout cas, il n'y a pas de participation d'autres professionnels de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est dommageable dans la formation des médecins aujourd'hui. Et je pense que c'est dommageable pour la formation de l'ensemble des professionnels de santé par ailleurs. Vous me disiez justement, quand on préparait la table ronde, que la formation en silo a quelque chose de sécurisant aujourd'hui. Quand on est professionnel de santé, qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on se retrouve confronté à des étudiants, comment est-ce qu'on gère cela ? Alors, je pense que cette formation-là, elle est sécurisante surtout pour les enseignants, parce que c'est quelque chose qui est relativement simple. On enseigne quelque chose que l'on connaît, mais on voit bien les limites de ce type d'enseignement, notamment lorsqu'on est médecin généraliste soi-même sur le territoire. Donc, il faut essayer de développer ces enseignements avec les autres professionnels. La difficulté, c'est que ça prend du temps. À titre d'exemple, personnellement, personne n'est jamais venu me contacter en dehors de la mutualité sociale agricole, qui est venue me rencontrer pour parler de ces problèmes de coordination des soins et de pluriprofessionnels. Personne n'est jamais venu me contacter pour me dire, tiens, de collègues infirmiers, kinés, etc., qui font de l'enseignement, des IFSI ou autres. Personne n'est jamais venu me contacter pour dire, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose en commun. Hier, à titre d'exemple, j'étais à une soutenance de thèse un peu particulière, parce que cette soutenance était une thèse commune avec un médecin et un pharmacien. Donc je me suis retrouvé dans le même jury de thèse que le doyen de la fac de pharmacie. Et la thématique de la thèse, c'était les représentations des médecins et des pharmaciens par rapport à l'organisation pluriprofessionnelle sur le territoire. Et ce qui ressortait de ça, et c'était une enquête qualitative, ce qui ressortait des entretiens, c'est que souvent les gens ne se connaissaient pas, même sur le territoire. C'est-à-dire que parfois, même au bout d'une rue, le pharmacien ne connaissait pas le médecin et inversement. Et que par ailleurs, effectivement, il y avait un défaut de connaissance des organisations, une méconnaissance. Que parfois, il y avait des représentations erronées. Par exemple, l'idée que la maison de santé est une espèce de forteresse, c'était le mot qui était employé, et que donc c'était inaccessible pour des gens qui ne faisaient pas partie de la maison de santé. Donc on voit qu'il y a un problème aussi de communication sur le territoire, mais il y a aussi un problème de communication entre les enseignants de mon département, ou moi-même, et les autres professionnels de santé qui exercent, et pour lesquels on pourrait organiser des enseignements. À l'issue de cette soutenance de thèse, on a décidé avec mon collègue pharmacien d'organiser des stages annexes dans les cabinets de médecine générale et chez les pharmaciens, et aussi d'essayer de développer des unités d'enseignement où on puisse mettre ensemble, à la même table, des étudiants en pharmacie et des étudiants en médecine. Vous imaginez que ça, c'est déjà un grand pas. Maintenant, il va falloir le mettre en place, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une part, on va dire, d'implication aussi des enseignants, aussi, et surtout peut-être des enseignants de la faculté pour impulser cette dynamique. Alors je pense que tous mes collègues généralistes, il y en a certains ici qui sont maîtres de stage, ils sont tous d'accord avec le fait qu'il faut développer l'enseignement pluriprofessionnel. Tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que la médecine générale est une discipline universitaire récente, que donc on est englué dans le développement de la filière universitaire, on est englué dans les différentes réformes successives qui sont venues complexifier l'organisation de l'enseignement et des terrains de stage, et que par conséquent, finalement, on est resté centré sur l'enseignement en silo, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt que sur un enseignement plus ouvert, et ce qu'on regrette tous, mais il faut vraiment qu'on le fasse. Déjà que vous n'êtes pas assez nombreux, on est d'accord. Alors sûrement ça, on n'est pas assez nombreux. Je crois que c'est la particularité de l'ensemble des enseignants dans les soins primaires, des professions de soins primaires, ça c'est clair. Et, on a une situation qui s'améliore au fil du temps, mais qui est notablement insuffisante, vu le nombre d'étudiants que l'on a et vu le nombre d'enseignants. Est-ce que justement cette amélioration peut passer par la 4e année de médecine ? Alors, à titre personnel, je pense que la 4e année de médecine, qui n'était pas forcément le vœu vraiment des étudiants, mais qui a toujours été le souhait des enseignants, est une bonne chose. Elle est une bonne chose parce que les étudiants vont être laissés pendant une année sur le territoire dans une structure, une ou plusieurs structures, avec une supervision de professionnels et de maîtres de stage, donc pour continuer à faire l'enseignement, et qu'il est prévu des enseignements qui sont vraiment
qui ont vraiment trait à tout ce qui se passe dans un cabinet ou dans une structure de soins coordonnés, avec les autres professionnels, avec les autres structures, avec l'hôpital. Et donc ça va permettre quand même, je pense, de modifier les choses. Deuxièmement, ça va permettre aussi à des structures qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des maîtres de stage, parce que pour être maître de stage, il faut avoir une activité moyenne. On ne peut pas avoir, lorsqu'on a une forte activité, ce qui est le cas de beaucoup de collègues qui sont en situation de déserts médicaux, eh bien, on ne peut pas avoir d'étudiants. Et par conséquent, le fait de mettre des docteurs juniors dans ces structures-là devrait permettre d'alléger un peu le travail des collègues en situation avancée et de permettre d'initier un cercle vertueux. Je ne parle pas de l'installation, bien sûr, des jeunes dans les territoires, mais également de formation, d'amélioration des pratiques et de faire en sorte que l'activité devienne vivable pour tout le monde. Justement, ce cercle vertueux, ça passe aussi par une initiative, donc Éductour. Je vais céder la parole à Louise Bourdelle. Alors déjà, peut-être un premier sondage. Est-ce que combien d'entre vous connaissent Éductour? À main levée. Ok. Alors Louise, il y a un peu d'explication à faire, je pense. Voilà. Allez. Donc Éductour, séminaire destiné aux étudiants en santé et en social qui vise à faire connaître, à découvrir l'exercice pluriprofessionnel en milieu rural. Je crois que c'est un point important. De promouvoir la pratique coordonnée en santé. C'est concrètement une traduction opérationnelle des préoccupations actuelles et de tout ce souhait justement de besoin d'évolution des formations initiales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le projet et surtout l'origine, d'où est parti ce besoin? Alors, merci déjà pour cette invitation. Et effectivement, donc nous à la MSA, on est l'organisme de protection sociale du monde agricole. Et on a des missions, notamment de développement sanitaire et social en zone rurale. Et ça fait depuis la fin des années 90, début 2000, qu'on se rend compte que l'exercice coordonné, c'est une des solutions pour maintenir un accès aux soins pour ces populations qui sont éloignées, notamment géographiquement, des services et donc des soins. Et donc, on a commencé à essayer de développer, les maisons de santé en faisaient partie, mais aussi sur des idées de comment on développe cet exercice coordonné. Et donc, c'est une initiative Éductour qui a été conçue au départ en Franche-Comté, par la MSA Franche-Comté, en lien avec l'AFDET, qui ont construit un programme pédagogique pour former des étudiants. Et l'idée au départ, c'était de mettre les étudiants tous ensemble dans une même salle de classe pour les former à ce que c'est que travailler ensemble. Au départ, pas forcément à l'exercice coordonné, surtout sur le travail ensemble. Et puis, les choses ont fait que aussi politiquement, il y a eu des avancées sur l'exercice coordonné, avec notamment ce plan 4000 MSP. Et dans le plan 4000 MSP, on a une mesure qui vise à inciter la formation interprofessionnelle dans les facultés. Et Éductour a été identifié comme une des réponses à cette mesure. Et donc dans ce cadre-là, un peu de poussé par les pouvoirs publics, la MSA, on nous a demandé de développer le séminaire dans l'ensemble de nos caisses. Donc on a 35 caisses sur l'ensemble du territoire. Et donc les caisses travaillent pour développer Éductour en lien avec les facultés. Donc l'idée, c'est d'adapter au mieux en fonction des problématiques locales. Donc c'est une initiative au départ de Franche-Comté, mais qui est développée dans l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a 24 séminaires qui sont mis en place sur l'ensemble de la France. Toujours en lien avec les instituts de formation, la faculté de médecine, mais aussi, aujourd'hui, on a plein de filières qui sont intégrées. Il y a la pharmacie, il y a les infirmiers, il y a les kinés, il y a des podologues, les IPA, et effectivement, sur certains profils des personnes du social, donc les étudiants travailleurs sociaux, aussi pour cette approche précarité et le lien avec le développement social local, rural. Alors vous avez parlé d'un séminaire où on met tous ensemble, on met tous les étudiants. Il y a aussi, il me semble, des journées de terrain.
Comment ça se passe? Comment c'est décliné? Alors, donc Éductour, effectivement, alors disons qu'il y a un bloc, et encore une fois, après, c'est en fonction des besoins locaux et de comment aussi les facultés et les enseignants organisent leur formation. Donc, on propose quelque chose, après, c'est à la main des acteurs locaux. La proposition de base, c'est effectivement une formation théorique, mais vraiment une formation à l'exercice coordonné, et pas qu'est-ce que c'est une MSP, qu'est-ce que c'est une CPTS. C'est quoi le contenu, justement? Vraiment, c'est qui je suis moi, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que quel est mon lien avec le patient, et quel est les autres disciplines, quel est leur lien avec le patient. Essayer de mieux connaître chacun comment notre relation professionnelle-malade. Avec ensuite toute une partie sur développer une culture commune du soin, donc vraiment réfléchir à ensemble qu'est-ce que c'est que le soin qu'on a ensemble, et après une co-construction d'un projet de santé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre les étudiants en petits groupes et les faire réfléchir à ce que c'est qu'un projet de santé. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui vont effectivement se former via des stages dans des maisons de santé pluripro. Donc ils voient ce que c'est que l'exercice coordonné, mais ils restent dans le cabinet du médecin ou avec l'infirmière. Et ils ont moins la vision de comment en fait ils s'organisent, ces professionnels-là, et comment ils ont créé cette maison de santé, quelle a été la dynamique pour créer un projet de santé. C'est quand même un gros travail des professionnels, et donc ça, ils ne sont pas formés à ça aujourd'hui, les étudiants. Donc ça permet de mieux connaître un peu cette dynamique-là, dans l'idée aussi de former peut-être nos futurs leaders de maisons de santé, de CPTS, des gens un peu qui pourraient mieux connaître le fonctionnement de l'exercice coordonné et faciliter un peu l'émergence aussi de ces structures-là. Et effectivement, la deuxième partie, c'est donc une journée terrain avec une visite sur le terrain. Une journée terrain. Alors, ça dépend, encore une fois, chacun fait comme c'est possible aussi localement et comme ça paraît pertinent, parce que parfois, c'est proposé aux étudiants qui ont déjà fait des stages en MSP. Donc, la journée terrain, elle peut être un peu adaptée. Mais l'idée, là, c'est de vraiment mettre en contact les étudiants avec des professionnels où ils vont présenter le projet de santé qu'ils ont co-construit à un jury interdisciplinaire de professionnels qui travaillent en maison de santé, pour qu'il y ait un échange un peu entre la théorie que l'étudiant a construite avec la pratique des professionnels qui exercent déjà et qui peuvent challenger un peu le travail des étudiants. Donc c'est ça le principe. Après, encore une fois, on voit plein de choses différentes qui émergent. L'idée, c'est d'adapter aussi au terrain. C'est aussi un peu l'essence de la MSA, de pouvoir adapter au terrain sur des innovations comme ça. Et pour être très pratique, comment une région, si elle veut justement mettre en place un éductour, comment ça se passe? Quelles sont les premières étapes? Déjà, contacter la MSA, mais j'ai vu que c'était déjà le cas. Donc oui, voilà, il y a le contact de la MSA qui est important. En fait, nous, notre idée aussi, c'est de vraiment faciliter le travail des gens localement, des enseignants comme des professionnels. Quand on accompagne des maisons de santé, quand on essaye de développer du lien ville-hôpital et tout ça, nous, on est vraiment dans l'accompagnement de la gestion de projet et vraiment de faciliter au plus possible en fonction des acteurs qu'il y a autour de la table, que chacun fasse ce pourquoi il est quoi, en fonction de ses missions et de ses compétences, et que nous, on agisse en facilitateur, en catalyseur de ces actions-là. Donc on peut, l'idée, c'est de copiloter un peu le projet, de mettre les gens autour de la table, de faire émerger un peu la dynamique, et d'aller mobiliser les partenaires. Donc il y a plusieurs éductours qui sont faits avec les fédérations avec santé dans différentes régions. Je pense à la Picardie, par exemple, qui vraiment mettent ensemble, en Occitanie aussi,
l'a fait Pasco, je crois, et est mobilisé aussi sur le sujet. Donc ça dépend vraiment. Voilà, donc nous, on fait ça, puis on apporte le financement. Mais je pense qu'effectivement, la première pierre, c'est d'aller contacter la MSA et de se mettre aussi ensemble autour de la table, ce qui est un peu le plus compliqué au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire mettre chaque filière autour de la table au moins une fois pour que qu'il y ait un engagement commun, une volonté commune d'y aller, et aussi pour montrer aux étudiants que même les enseignants travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas juste à eux de faire l'exercice coordonné, les filières aussi se coordonnent. Alors Aristide, je vous vois approuver fortement. Ça vous fait un peu rêver ? Un peu, oui, ouais. Mais c'est ce qui est recherché au final, c'est un travail commun. Si je devais parler un peu de ce qui m'a donné l'envie de réaliser cette thèse, ça a été un premier stage que j'ai réalisé, un stage de 4 jours, assez court, avec l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de Langon, où j'ai découvert qu'il était possible de travailler en équipe à l'extérieur de l'hôpital, ce qui a été une grande nouveauté sur le moment. Et à partir de là, j'ai proposé une recherche sur des situations ponctuelles avec la faculté, lors des groupes d'échange de paroles qui sont organisés par la faculté. Et on se rend compte en faisant les recherches que, il y a beaucoup de termes qu'on n'évoque pas du tout lors de la formation initiale. Qu'est-ce que c'est une CPTS ? Qu'est-ce que c'est une maison de santé ? Qu'est-ce qu'une équipe de soins primaires ? Les dispositifs d'appui à la communication, coordination. Tout ça. Alors, coordination, pardon. Voilà, vous voyez, même moi qui suis pourtant censé bien connaître le sujet, je me rends compte que c'est encore compliqué. Et quand on arrive sur le terrain et qu'on se retrouve à devoir échanger avec, par exemple, un infirmier libéral par rapport à un dossier patient, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, tout ça s'apprend vraiment sur le fait. Mais oui, l'objectif à la fin, ça serait vraiment de réussir à échanger avec les autres professionnels de santé pour créer une formation. Et dans le cadre de votre thèse, vous avez questionné des étudiants sur la pertinence. Alors, je vais revenir à ma petite fiche. Alors, la pertinence d'une formation pluripro pour les étudiants en fin de cursus, c'est bien ça ? C'est ça. L'idée du travail était vraiment d'interroger les internes en fin de cursus sur leur ressenti par rapport à un besoin en formation à l'exercice coordonné. En sachant qu'après, ils pouvaient se former de leur côté après le cursus universitaire. Donc, ce qu'il en ressort de ce travail, c'est qu'un tiers des répondants ont entendu parler de l'exercice coordonné au cours de leurs études. Donc, seulement un tiers, c'est peu au final. Et que parmi ce tiers, 3/4 se considèrent comme ayant des connaissances limitées par rapport à ce sujet. Ce qui est d'autant plus perturbant parce qu'il y a une question où on leur demandait comment ils souhaitaient s'installer, et plus de 85% souhaitaient s'installer de manière pluriprofessionnelle. C'est-à-dire vraiment pluriprofessionnelle, avec des kinés, des infirmiers, des psychologues et tout autre professionnel de santé, pas uniquement entre médecins. Après, pour rebondir encore, je pourrais vous parler des thématiques qu'ils souhaiteraient aborder lors de cette formation. Des thématiques, mais aussi moi j'avais une petite première question. Donc vous avez dit qu'un tiers des étudiants ont répondu avoir déjà entendu parler d'exercices coordonnés. Oui. Sous quelle forme ? Par qui ? À quel moment ? C'est ça. Alors, on se rend compte, lors du questionnaire, il y a eu quelques questions à réponse libre. La plupart du temps, c'est lors des stages. Qui arrive assez tard, on va dire, quand même. Oui et non. Premier stage sur le terrain en ville, à partir de la 2e année d'internat de médecine générale. Ça aurait pu être avant, oui. Dans le questionnaire, personne n'en a entendu parler lors de l'externat. J'en profite pour le placer. La plupart, après, c'est lors d'échanges avec des pairs. PAIR. En discutant, comment vous faites ? J'essaye de travailler de manière coordonnée avec d'autres professionnels de santé. Ah bon, comment ça se passe ? Chose qui... Alors, après, c'est du subjectif. Je ne l'ai pas abordé lors d'une formation. C'était quand les groupes d'échange organisés par la faculté où on discutait entre nous. J'ai fait une recherche à ce sujet-là. Il y a possibilité de faire comme ça. Mais ce n'est pas ancré sur de la pratique puisqu'on a... Pour certains, et ça a été mon cas, je n'ai pas pu le pratiquer lors de mes stages.
Et justement, on reste toujours dans le cadre de ce questionnaire que vous avez réalisé. Quelles ont été un peu les thématiques qu'ils voudraient voir abordées pendant leur formation? Alors, la première thématique qui ressort déjà, c'est qu'est-ce que c'est l'exercice coordonné. Voilà, c'est le truc qui sort en premier. Ils veulent savoir ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils voudraient qu'on leur présente des définitions, les modalités de pratique, comment ça se passe. C'est le thème principal. Ensuite, derrière, le deuxième thème qui ressort, c'est comment on le met en place. Quelles sont les démarches administratives? Ça a l'air compliqué, il y a plein de termes qu'on ne connaît pas. Je viens encore d'en faire l'exemple. Et ensuite, ce qui ressort derrière, c'est leur souhait d'avoir des exemples, en fait, des échanges avec des professionnels sur le terrain, du vécu. C'est ce qui était abordé tout à l'heure, c'est qu'on manque encore peut-être de gens sur le terrain qui peuvent parler d'expérience et le partager avec des étudiants. Et eux, ce qui ressort, c'est qu'ils sont en demande de ce genre d'échange. Alors c'est intéressant parce que juste avant la table ronde, on s'est croisés là, devant la porte, et vous me disiez, vous savez, moi je me cherche encore. Ouais. Et du coup, j'aimerais revenir dessus. C'est cette expérience que vous vivez là en ce moment, parce que vous êtes en fin de cursus, il me semble, c'est ça? Ouais. Je ne suis pas encore docteur. Il faut que je passe la thèse, mais Ouais. j'ai fini mon cursus de médecine générale, j'ai fini mon internat. Je suis remplaçant depuis 1 an maintenant, et j'ai la chance d'être remplaçant dans une structure qui n'est pas coordonnée, mais avec plusieurs professionnels de santé. Des kinés, une psychologue, un podologue, parfois un médecin. C'est pas une maison de santé. C'est pas une maison de santé. Non, c'est pas une maison de santé. Et ça n'a pas vocation de coordonner l'exercice. Mais on peut pas s'empêcher de parler des patients quand on se retrouve ensemble à déjeuner le midi. Donc c'est une espèce de coordination cachée, quoi. Le kiné qui me dit bon, t'en penses quoi? Là, ça se passe pas bien. La psychologue également. Tu as orienté Monsieur, Madame X. Là, je trouve que ça devient compliqué. Il faudrait peut-être qu'on creuse un peu le sujet. Voilà. Et ça, franchement, c'est une dynamique que j'aime bien et que j'ai envie de travailler et que j'aimerais, quand je m'installerai définitivement, j'aimerais vraiment mettre de l'énergie dans ce genre de projet. Ça reste personnel, bien sûr, mais parce que j'ai peut-être travaillé un peu dessus et que je connais un peu plus le sujet que certains de mes jeunes confrères. Tenez-nous au courant Oui. des résultats de cette thèse et de votre parcours. Ça peut être toujours intéressant. Bertrand. La formation initiale des étudiants en soins infirmiers, parce que je rappelle, vous êtes cadre de santé formateur à l'IFSI, c'est bien ça, propose une découverte de l'exercice coordonné, mais vous me disiez que ça arrivait beaucoup trop tôt et que c'était beaucoup trop sous l'angle théorique. Expliquez-nous. Exactement. Déjà, bonjour. Bravo à tous. Alors, le métier d'infirmier, il est régi vraiment par des lois très strictes et le référentiel de formation aussi. On n'a pas la chance jusque-là. Il paraît qu'il doit changer, mais effectivement, les politiques publiques, on ne sait pas trop comment ça va arriver cette année. C'est ça, on va attendre 1 an de plus. En tout cas, pour l'instant, il est tout à fait codifié. On doit obtenir des compétences. Et c'est des compétences qui mènent qui guident les étudiants, en fait. Il se trouve que les projets de soins pluriprofessionnels, l'interdisciplinarité, est abordée en première année, à la fin du 2e semestre, mais dans le cadre d'une unité d'enseignement très précise, qui est le projet de soins. Et il se trouve que depuis Parcoursup, on a aussi des profils de plus en plus jeunes. Donc autant vous dire que les 30 heures de l'unité d'enseignement, l'essentiel est dévolu au fait qu'ils apprennent à pouvoir concevoir un projet de soins infirmiers, ce qui nous paraît la base. Finalement, à la fin de cette année, du coup, moi, j'ai pu faire un cours magistral de 2 heures sur ce qu'était la pluriprofessionnalité, l'interprofessionnalité, et quels étaient les différents types de projets qui existent en santé, pour les sortir un petit peu du projet de soins. Mais on est contraint, véritablement, effectivement, et par un nouveau public qui ne peut pas absorber tout ce que des gens qui, auparavant, devenaient infirmiers, avaient souvent un petit peu d'expérience de vie déjà, et à la fois par un cadre réglementaire qui nous enjoint de donner telle compétence à tel moment de la formation. Vous avez abordé quoi pendant ces 2 heures? Alors en fait, j'ai essayé de brosser tous les types de projets. 2 heures, c'est ambitieux quand même, hein? Ouais, pour tout brosser, parce qu'on va dire que c'est... On a vraiment brossé juste. Ah oui. Je les ai pas dépliés. C'est ça. Non, mais en fait, on a abordé essentiellement, tous les types de projets, qu'ils soient sociaux, médico-sociaux, sanitaires, de l'animation, des politiques publiques. Aussi, on a essayé de remonter jusqu'au niveau national pour pouvoir
s'excentrer justement du projet de soins infirmiers et seulement avoir la notion à la fin des 2 heures qu'il y avait d'autres façons de voir les personnes qu'on accompagnait et qu'on n'allait pas tous avoir le même regard. On n'a vraiment pas le même regard. Normalement, les médecins et les infirmiers, on ne voit pas les mêmes choses. C'est en ça qu'ils sont complémentaires. Exactement. Et justement, mais souvent, effectivement, une fois qu'on est dans l'exercice, ce qu'on disait tout à l'heure, on a nos œillères, on est le nez dans le guidon. Alors, en course, on trail peut-être, mais effectivement, on se sent seul à des moments et on avance en ligne droite quand même. Et d'être capable de garder en conscience qu'il y a un autre regard qui est essentiel, qui parfois même va venir contrevenir à nous, notre projet, il est aussi pertinent que le nôtre et c'est lui qui va faire en sorte, enfin, c'est le mix des deux et la confrontation des deux, enfin, des multiples même, qui va faire en sorte que les personnes accompagnées puissent s'en sortir. Voilà. La Gironde compte 6 IFSI, si j'ai bien... Oui, alors 6, mais il y a des annexes. D'accord. Donc en clair, il y a... Dont celui de la Croix-Rouge. Oui. Ouais. Il y a à peu près 3000 étudiants en même temps. Oui. 3000 étudiants infirmiers en Gironde. Ce qui fait que on a beaucoup de stages. Hein. Justement, quelles sont les difficultés que vous observez sur le terrain ? La formation, elle est mi-théorique, mi-stage. Donc, il y a la moitié du temps où les étudiants sont censés partir en stage. 3000 places de stage, ça veut dire 3000 sites qui sont capables d'accueillir des étudiants en Gironde. On les a pas. Du coup, on se dirige vers des profils et vers des particularités spécifiques à chaque IFSI. Par exemple, le CHU va nécessairement privilégier les places pour les IFSI du CHU. Donc la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, le SMUR, voilà, ils seront parfaitement formés là-dessus. La Croix-Rouge a pris une autre direction. On a quand même des forces aussi. Donc, on est très orienté sur le médico-social, sur les stages à l'international, la médecine humanitaire. Mais on se retrouve quand même avec un déficit de terrain de stage, si bien que... Alors, on va pouvoir rencontrer d'autres regards. Hein. On a des étudiants qui partent en laboratoire. Oui, bon, ils savent piquer à la fin de l'année, c'est formidable. Mais ils ne rencontrent pas forcément toutes les connaissances, toutes les spécificités. Alors, dans le médico-social, on a un peu de chance, il y a quand même beaucoup d'acteurs de terrain. On a très peu de maisons de MSP. Voilà, il y a un appel qui est lancé. Mais oui, voilà. on est très en demande, effectivement. Et après, la difficulté qu'on trouve sur les terrains de stage aussi, c'est l'offre de stage de ces terrains. En fait, il y a des... pour le coup, si la formation est complètement sclérosé dans un référentiel, quand même, on ne peut pas le déborder. Le terrain de stage, lui, propose un parcours de stage. J'ai travaillé dans un FO femmes, alors maintenant on dit EAM, et masse moteur, où j'encadrais des kinés, des ergots, des infirmières, des psychologues, des AS, des AES, des travailleurs sociaux. Et effectivement, les étudiants en première année, le terrain de stage, tant que j'étais maître de stage, je décidais qu'ils allaient passer une semaine avec les kinés, une semaine avec les ergots, enfin une semaine avec tous les corps de métier. Et que les infirmières, ils les verraient peut-être 1 ou 2 jours en fin de stage. Avec vraiment une notion aiguë qu'il faut élargir son regard quand on est étudiant infirmier. Mais c'est très compliqué parce que ces étudiants infirmiers, ils doivent valider leurs compétences quand même. Et que donc, il y a une espèce de course à la coche de cases sur chaque bilan de stage parce que sinon, ils ne pourront pas être diplômés s'ils n'ont pas validé. Alors, je vous rassure, hein, la coordination avec les autres professionnels de santé, c'est une case sur les 64. Donc, bon. Est-ce que ce sont les mêmes difficultés, Ingrid, que vous observez auprès des étudiants en kiné ? Alors, ça marche ? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes difficultés. Alors, si je reviens sur les stages, par exemple, on n'a pas les mêmes difficultés déjà parce que le nombre de kinés n'est pas du tout, enfin d'étudiants kinés n'est pas du tout le même. Alors, pour prendre les chiffres de la Croix-Rouge, par exemple, l'ensemble des étudiants en kiné représente même pas une promo des étudiants infirmiers. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de moins de terrains de stage. Donc, on a la chance que les étudiants puissent vivre des stages dans les structures hospitalières, dans des cliniques, dans des établissements de soins et d'éducation spécialisés, enfin médico-sociaux, dans des cabinets libéraux pour beaucoup, dans des maisons de santé. Donc on a vraiment cette chance-là. Après, on est aussi encadré par un référentiel de formation, de compétences, et parmi
toutes les 11 compétences que l'on a, il y en a une, la compétence 10, qui cible justement ce travail de coopération, qui s'intitule de organiser les activités et coopérer avec l'ensemble des acteurs participant au projet de soins du patient. Et donc, ils doivent mettre en œuvre cette compétence-là, la travailler au travers des terrains de stage, ce qui fait que ça dépend aussi beaucoup comment sont formés les tuteurs. On a des stages partenaires pour lesquels les tuteurs sont formés et donc sont sensibilisés à cette compétence-là et mettent en œuvre avec l'étudiant ce qu'il faut sur le terrain des stages pour aller chercher ce travail de coopération avec les différents acteurs du terrain. Donc ça dépend aussi beaucoup de la formation des tuteurs. Et justement, pendant la formation, à quel moment on aborde justement cet exercice coordonné collectif ? Alors, on l'appelle pas forcément comme ça, exercice coordonné. On le traduit plutôt vers du travail interdisciplinaire, interprofessionnel. Il me semble quand même que c'est à peu près la même chose. Elle est assez distillée sur les 4 années d'études en institut de formation, puisque, par exemple, pour faire court, en première année, on va déjà demander aux étudiants, après un stage qui est assez court en première année, d'aller relever une situation dans laquelle ils ont pu observer, vivre une situation d'interprofessionnalité. On sent que sur les retours que l'on a, que l'on fait en groupe de travail, ils arrivent à relever. Ça reste assez fragile dans le sens où ça va être le kiné, il a appelé le médecin généraliste. Ok. Mais concrètement, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça se travaille ? Quels sont tous les outils que l'on peut utiliser ? Comment ça s'organise ? Avec quel acteur ? Mais quand même, on a mis une petite graine, on essaye de mettre une petite graine en première année. Et après, au-delà des stages dont on a déjà parlé, ça va se traduire notamment en deuxième année. J'aurais peut-être revenir en première année où il y a un cours aussi en anthropologie en santé, dans laquelle je mets un point d'honneur à aborder la diversité culturelle. Et cette diversité culturelle, il y a aussi cette culture de métier. On en a parlé un peu de révolution culturelle tout à l'heure, mais il y a cette culture de métier que l'on a chacun. On essaye de transformer en culture de service, en culture de projet de soins, et au travers duquel, finalement, chaque professionnel apporte ses compétences complémentaires dans un même objectif. Donc ça aussi, on l'aborde en première année. Et en deuxième année, il y a le service sanitaire que l'on fait avec les infirmiers. Et c'est pas toujours évident, parce que vraiment c'est un travail commun que l'on fait avec les étudiants en soins infirmiers. Et on sent que dans ce travail, ça reste quand même assez en silo. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes informations au départ, la même commande. Ils réfléchissent ensemble à un terrain où ils peuvent faire leur service sanitaire. Mais quand même, on le voit dans la pratique, ça reste des stratégies, je pense, étudiants, où les étudiants kinés vont travailler, vont réfléchir un peu dans leur coin, les étudiants en soins infirmiers vont travailler dans leur coin, et à un moment donné, peut-être, on se retrouve pour voir ce que mais on le voit très bien à la restitution aussi. C'est chacun présente sa partie, ça se voit aussi comment il se place dans l'espace, et voilà. Et finalement, ce qui en ressort en commun, c'est encore difficile. Franchement, Comment vous faites, justement ? C'est-à-dire ? Comment vous faites pour casser un petit peu ces habitudes ? C'est pas évident. Pendant le cursus de formation en kiné, il y a beaucoup de travaux de groupe. Une des stratégies, c'est déjà de construire, de déconstruire les groupes, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes groupes. Et maintenant, on essaye, parce que c'est pareil, je pense que j'ai été étudiante aussi. Donc la stratégie étudiante, c'est on se répartit le travail, et puis après, on voit si on se met en commun. Et très rapidement, on essaye de les inciter à dire « Ok, vous répartissez le travail, c'est une méthode de conduction de projet, ça fait partie de ça, mais à un moment donné, vous avez un objectif commun, il faut vous retrouver ensemble, échanger sur vos différentes idées afin que le tout soit cohérent. » Et c'est pareil pour le parcours patient et le travail qu'on met autour d'un projet patient. Et c'est au travers de ces travaux de groupe qu'on essaie aussi de construire ce travail. Alors là, c'est intra-professionnel, mais de ce travail d'équipe. Parce qu'on leur dit souvent, un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Alors justement, pardon.
C'est justement des paradoxes de nos référentiels. On est tous censés travailler le socioconstructivisme. En socioconstructivisme, ça veut dire que c'est les réflexions des uns des autres qui ne sont pas les mêmes que nous, qui nous permettent de construire notre savoir. C'est vraiment l'appui de nos référentiels dans les métiers du soin depuis 2009. Il se trouve que ça fonctionne entre soi quand même, et que je reprends un peu ce qui se passait sur la première table ronde. La notion d'équipe, c'est quoi faire équipe? C'est quand même il y a déjà une notion de temps et de rencontre. Et bien souvent, on s'est rendu compte que nos étudiants, alors on les a pas autant taquinés, il reste que 3 ans, enfin des fois plus, ça y est, redouble. Mais justement, les redoublants, ils sont mis à mal, ils sont pas dans le même groupe. Et les groupes qui se constituent en première année, on a beau les mixer, on fait plusieurs types de groupes au sein de la première année, puis après ils changent à nouveau de groupe en deuxième et en troisième année. Les groupes qui se sont structurés dès la première année, qui se sont rencontrés, qui se sont rassurés d'emblée, ils sont restés ensemble. Et c'est quoi faire équipe? Déjà, c'est quand même passer du temps ensemble. Et je repense à ce qu'on disait tout le long là. Enfin, on est tous le nez dans le guidon quand même, avec une demande en santé qui explose quand même. Et passer du temps ensemble dans ces conditions-là, c'est très difficile. C'est vraiment pas anodin. Vous parlez justement de la question du temps. Quand on envisage justement toute cette question de la formation pluripro, ça équivaut évidemment à un calendrier partagé, un planning commun. À quel moment de la formation des uns et des autres, là on a trois professions, estimez-vous qu'il serait plus pertinent d'inclure cette dimension pluripro? Vous me disiez que c'était trop tôt chez les infirmiers, chez les médecins ça arrive un peu tard, chez les kinés ça va, c'est un peu... c'était tout du long, mais quel serait le bon timing? Le bon timing, c'est quand on aura des places, en fait. Donc il y a ce souci. Là aussi, tous les IFSI ont doublé leurs places d'étudiants depuis la Covid. On n'a pas doublé les locaux. Donc on jongle avec l'IFKM aussi. On est en permanence en train de se demander, est-ce que toi tu es là? Bon, non. Alors moi, tu prends la salle, donc moi je ne peux pas la pouvoir. Ils vont partir en distanciel, etc. Donc finalement, ces temps de rencontre, idéalement, il me semble que pour les infirmiers, c'est quand même plutôt à partir de la deuxième partie de leur formation. Au milieu de deuxième année, on va dire qu'ils ont quitté le pôle enfance et que ce sont des adolescents un peu rebelles qui sont OK pour aller faire des découvertes et s'ouvrir un peu plus au monde. Donc à partir de ce temps-là, c'est très pertinent. Mais vu l'offre de stage possible, vu les nécessités d'emploi du temps de planning, on n'est vraiment pas dans ces considérations-là. On est juste en train d'essayer de faire en sorte que ça puisse se faire à un moment. Et en médecine ? Vous allez tous les deux répondre. En médecine, c'est aussi compliqué, parce que si on propose cette formation au moment de l'externat, où certains médecins n'ont que faire de la coordination, par exemple, alors après je vais peut-être mal m'exprimer, mais parfois en spécialité, il y a déjà une coordination qui se fait propre à la spécialité. Je pourrais citer, je sais pas, un ORL qui va avoir un assistant qui va regarder le tympan, un assistant qui va faire l'audiogramme, ou en ophtalmo, un orthoptiste qui va commencer à regarder la vue, puis après mesurer la pression intraclaire. Enfin, ça se fait déjà propre à la spécialité. Parler de l'exercice coordonné en ville pour la médecine générale, je pense que ça serait mieux de le faire lors de l'internat de médecine générale et pas forcément avant. Mais pour qu'il y ait cette pluriprofessionnalité, ça serait intéressant de le faire au moment propice avec les autres professionnels. Le problème, c'est que quand on arrive en début de cursus d'internat de médecine générale, souvent, alors la plupart redoublent la première année ou pas, ou qu'est-ce, on a souvent 24, 25, 26 ans, ou moins, ou plus. Il y a une différence d'appétence et une différence culturelle, ne serait-ce que par l'âge, entre un ou une infirmière qui aura 3 ans d'études mais qui aura peut-être à peine 21 ans, qui sera... Non mais vraiment, encore, moi je vois vraiment la différence entre là où j'ai 31 ans et à l'époque où j'en avais 21, je suis pas du tout la même personne. Vraiment, c'est... je sors plus, j'ai mal à la tête dès que je bois un verre de vin le lendemain, voilà. On est tous là. Hein. Voilà, mais c'est pour ça, il y a une réelle différence, donc il faudrait aussi trouver le moment propice pour qu'il y ait des affinités qui permettent de créer des groupes. C'est ce que vous disiez très justement, c'est que à partir du moment où on crée des groupes et des appétences, il y a une équipe qui se forme et voilà. Donc c'est là où ça va être compliqué. Et il y a aussi cette notion de place.
En médecine, on est combien par promo? Médecine générale, Ça dépend, 130, 140 à peu Cette année, on près. était 142. Pour l'année dernière, c'était 165. Donc, admettons, allez, on veut mettre tout le monde en même temps. 3000 infirmiers, plus infirmières, pardon, plus 140 médecins généralistes, plus un peu moins de kinés. Bah, tout le monde en même temps, ça devient compliqué. Il va falloir réserver. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est pendant les stages qu'on peut voir ça. Le seul problème, c'est que pour le stage de première année, c'est trop tôt. Les étudiants sont plutôt pris dans le changement de paradigme, où ils étaient dans une situation d'observation, puis ils vont devoir être en activité. Et on est à l'hôpital la première année, il me semble. Non, pas le premier. Enfin, le premier, deuxième semestre, c'est en ambulatoire. Hein, donc, si je me souviens bien, après, c'est urgence. Ça alterne urgence et donc à l'hôpital et stage ambulatoire chez le praticien. Donc ça, c'est sûrement trop tôt. Le stage ambulatoire supervisé, ça se passe en troisième année, me paraît être l'endroit idéal. Mais simplement, il faut aussi que les maîtres de stage comprennent que c'est extrêmement important d'aborder le problème de la gestion d'une structure, de son organisation, de la coordination des soins, etc. Et pas simplement faire du médico-médical, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et ça paraît moins noble de parler de la coordination, alors qu'on sait tous que c'est quelque chose de fondamental si on veut améliorer la qualité des soins et la qualité de la santé de la population. Donc c'est ça qui. Donc je pense que c'est lors de ces stages qu'il faut vraiment qu'on donne un message fort auprès des maîtres de stage pour aborder ces problèmes-là. Et puis comme on est sur le terrain de stage, mais aussi le dire aussi aux étudiants que ça, c'est important qu'ils le voient. Après, on peut organiser des cours théoriques, peut-être des séminaires, etc. Mais le problème, c'est d'organiser des séminaires sur un territoire grand comme l'ancienne Aquitaine, où il y a quand même plus de 400 km du nord au sud. Et ça, c'est compliqué. C'est faire déplacer les étudiants. Enfin, c'est complexe. Oui. Pour rebondir, comme je disais, j'ai pas eu la chance de faire un stage en structure coordonnée, à part cette découverte en soins palliatifs. Ça pourrait être aussi utile d'inculquer des bases à des étudiants avant qu'ils aillent en terrain de stage où il n'y a pas d'exercice coordonné, pour qu'il y ait une remontée aussi de ces connaissances vers les tuteurs, vers les maîtres de stage, qui pourraient aussi profiter de ces connaissances s'ils ne les ont pas ou s'ils n'ont pas pris le parti de s'y intéresser, pour peut-être faire évoluer les choses de ce côté-là aussi. Alors, on parlait excusez-moi, on parlait de la structure, justement. Je voulais rebondir dessus. Est-ce qu'on peut envisager, dans un futur proche, que le maître de stage soit plutôt l'équipe pluriprofessionnelle accueillante, plutôt qu'un seul professionnel de santé? Je ne pourrais pas vous donner de réponse, c'est très compliqué. Alors, moi, je ne donnerai pas la réponse là. Mon sentiment, c'est que c'est très très compliqué en termes de gestion pédagogique. Je pense que c'est plus que ça, c'est que quand on est dans une structure coordonnée, il y a nécessité à enseigner ça aux étudiants, à le montrer, à les mettre des mains dans le cambouis. D'abord, ils doivent voir les autres professionnels qui sont sur place, que ce soit les infirmiers, les psychologues, les kinés. Enfin, voilà, ça doit être organisé comme ça. Mais je pense qu'après, c'est déjà que l'organisation des stages est d'une complexité énorme. Hein, je suis bien placé pour le savoir et on est plusieurs à être dans ce cas-là. C'est extrêmement compliqué. Et là, c'est rajouter un niveau de complexité alors qu'on va devoir augmenter les terrains de stage. Et je vous le dis, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que les terrains de stage, nous, ce qu'on attend, enfin, en tout cas à l'université, c'est que les terrains de stage sont en maison de santé ou en CPTS. Mais en tout cas, en maison de santé, vraiment un message très fort parce que ça donne aux étudiants un modèle, ce que tu n'as pas eu, et ce dont tu viens de témoigner, qui est fondamental pour nous. Alors, quand on a des réponses de maisons de santé qui nous disent « Ah ben on peut pas, on est... » Franchement, on vit ça comme une grande déception. Et je vous le dis, vraiment, il faut vraiment développer ça. C'est pour la formation, parce que c'est ce qui va changer les pratiques. Et il faut vraiment qu'on fasse un effort tous là-dessus. J'ai conscience que c'est pas facile, qu'il faut aller se former, que ça prend du temps, etc. Mais franchement, après, c'est du plaisir, c'est une lutte contre le burn-out, et c'est le fait de former des étudiants à ce qu'on aime, à notre pratique. Et ça me paraît fondamental. Ingrid ? Oui, c'est vrai que nous aussi, il y a des fois, on aimerait avoir plus de terrains de stage. Là où on voit que ça peut être compliqué aussi, plus en structure hospitalière, c'est le turnover des équipes. Et avoir un tuteur de stage, ok,
intégrés dans une équipe, mais on voit tellement que les équipes bougent. Je pense que en soins infirmiers, c'est aussi le cas. Et du coup, cette dynamique d'équipe au sein même du service, elle est mise à mal. Donc, montrer à l'étudiant comment fonctionne cette organisation, parfois, c'est mis à mal. Dans tous les métiers du soin, de toute façon, c'est largement impacté, effectivement. Mais comment on peut travailler l'interprofessionnalité avec une infirmière intérimaire qui connaît très peu l'établissement ou une kiné intérimaire ou en contrat court qui va venir remplacer sur un arrêt maladie. Effectivement, je rejoins la première table ronde aussi. Là encore, on a parlé des patients ou des usagers qui devaient devenir des acteurs. Pour le coup, j'en suis vraiment persuadé. Tellement je manquais d'effectifs, j'ai proposé qu'on envoie les personnes accompagnées en formation avec les professionnels. Et j'ai basculé du côté de la formation parce que je considérais que j'avais des professionnels consommateurs de leur travail et que je ne pouvais pas supporter ça et que donc il fallait peut-être que j'aille en formation pour essayer de les rendre acteurs. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on peut travailler. Comment les acteurs du stage de terrain, eux, je vous assure, c'est pas des boulets quand ils arrivent normalement, justement. On les travaille au corps et c'est plutôt une ressource. Alors ok, pendant 2 semaines c'est compliqué, mais après par contre, c'est vraiment du temps de gagner et de la ressource fournie et ça, quels que soient les corps de métier. Merci. Alors, je vais appeler Frédéric en attendant justement que Frédéric, qui est quelque part dans la salle, descende. Je vais laisser la parole à Pascal. Est-ce que tu veux rebondir? Alors, désolé, je suis passée au-dessus. Bon, tant pis, à la force de l'habitude. Est-ce que tu veux réagir sur cette dernière question? Oui, alors sur la MSP lieu de stage, pour nous, c'est un point extrêmement fort. On ne se pose pas la question de savoir si l'hôpital est un lieu de stage. C'est bien la structure qui est le lieu de stage. Et quelque part, on va vers l'équipe traitante, on va vers la reconnaissance de la structure et le fait que la MSP soit structure accueillante de professionnels de santé en formation, c'est pour nous quelque chose d'important et qui dépasse le seul lien avec un des professionnels de la MSP. Ça ne veut pas dire qu'au niveau pédagogique, bien entendu, il y a un responsable pédagogique dans un service de cardio. Quand un interne va dans un service de cardio, il y a des gens qui sont responsables de la prise en charge de cet étudiant. Par contre, tous les professionnels de cette équipe ne sont pas maîtres de stage. Et donc, du coup, quelque part, les infirmières, les kinés qui accueillent des services qui accueillent des jeunes professionnels, c'est bien la structure qui est responsable du stage. Ça va être super important pour la 4e année. Je m'explique. Un interne va être là pendant 1 an dans une structure. C'est pas sans répercussion sur le modèle économique de la structure, la mise à la disposition d'un local pendant 4 jours par semaine. C'est pas sur la production de soins et sur son activité rémunératrice. Comment ça va être payé? Qui va avoir, parce que les internes aussi demandent aussi quelque part un intéressement sur leur activité, c'est une de leurs fortes revendications. Donc ça veut dire aussi quelque part aussi une réflexion pour les maîtres de stage qui vont accueillir ces internes. Si c'est la structure, on change un peu la donne, puisque en fait son activité pourrait être versée à la structure et naturellement son activité de ce jeune ne va pas être sur le seul médecin. Oui, une activité de 4 jours, c'est pas sur le seul médecin responsable pédagogique que ça va se poser, c'est plutôt sur l'activité de toute l'équipe. Et donc du coup, il est peut-être logique de réfléchir à un autre modèle économique où tous les honoraires de cet interne iraient sur la structure, comme le font les centres de santé, et après avec un reversement, l'équipe se débrouillera pour reverser aux professionnels concernés, mais aussi à l'interne un intéressement sur ce sujet. On est en train de travailler avec le CNGE là-dessus, on est en train de travailler avec le ministère là-dessus, et sans doute aussi avec la CNAM, parce qu'il y a aussi des circuits de financement. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Alors moi je le pratique ce que vous venez de dire, donc concrètement, puisque l'activité des internes est entièrement reversée à la structure. Donc et quel que soit, on n'est pas tous maîtres de stage, parce qu'il y a certains jeunes médecins qui arrivent et qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir suffisamment de pratique pour être maître de stage. Donc du coup, c'est ce système-là, et je pense que c'est un système vertueux qui est bien assimilé par les internes, qui se disent notre activité ne sert pas à une personne en particulier, mais c'est à une structure. Et ça je pense que c'est un très bon système qui est très vertueux, et côté interne et côté structure aussi.
Merci beaucoup Frédéric. J'espère que tu as une question sur les patients partenaires. C'était une de mes questions, j'ai pas eu le temps de la poser. J'espère que tu en as une. Oui. Ah, super. Donc, on voit au travers des questions et des discussions qu'il y a une difficulté à intégrer la notion d'exercice pluripro dans la formation initiale, autant sur les plans théoriques que pratiques. L'objectif étant quand même de faire se rencontrer les étudiants entre eux, entre différentes professions. Alors, il y a eu plusieurs réflexions exprimées. Sur le plan théorique, est-ce qu'on pourrait imaginer un module commun sur l'exercice coordonné entre toutes les professions? Et après, plus sur le plan pratique, mettre en place des groupes de parole pluriprofessionnels, pourquoi pas lorsque les étudiants sont en stage dans les MSP, et la notion d'internat pluripro pour partager du temps ensemble. Je reprends la parole. Pour ce qui concerne l'internat pluripro, entièrement d'accord. Encore faut-il que les étudiants eux-mêmes soient d'accord. Une objection qui a été faite par nos collègues internes, ils ont dit notre difficulté, c'est quand même on va se retrouver dans un internat pluripro avec des collègues qui n'ont pas le même âge. Il y a une différence de génération. Alors, que les gens soient ensemble, c'est très très bien et on est tous favorables, et moi le premier. Après, il y a juste ce petit écueil qui peut poser un problème, mais peut-être que tu peux... En effet, à partir d'un certain âge, on a parfois envie d'avoir une vie de famille. Si on a un compagnon, une compagne, des enfants, c'est compliqué pendant l'internat de se dire je vais partir 6 mois dans un internat, mettre de côté ma vie de famille avec d'autres professionnels de santé plus jeunes qui, eux, vont pas forcément avoir le même attrait. Ça pourrait créer des tensions et au final donner moins d'appétence à ce mode de fonctionnement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, quoi. Mais pour le reste, je pense que ça paraît extrêmement logique de créer ce genre de structure. Très clairement, pour que les gens se rencontrent, et puis pour des raisons de coût, d'organisation, etc. Pour l'autre question... Oui, pardon. Alors pour le module, pour le module commun, alors moi le premier, je suis entièrement d'accord pour ça. Le souci, c'est le coût, l'organisation, qui paie quoi. Parce que quand je vais aller voir mon doyen, il va me dire mais oui, mais ok, je suis d'accord. Et qui c'est qui va financer? C'est nous qui allons financer l'accueil ou c'est voilà. Alors déjà, c'est ça l'une des difficultés, c'est qui accueille qui. Où est-ce que ça se fait? Comment ça se fait? Alors ça peut être tournant. Enfin, il y a sûrement. Je pense que par rapport à ça, il faut d'abord qu'on puisse se retrouver. Déjà, on est là un certain nombre, mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, ma porte est grande ouverte. Et pour venir, on discute déjà de savoir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, parce que ça, c'est important. Comment on veut faire, parce que ça peut être sous forme de jeux de rôle, d'ateliers, enfin voilà, et pas forcément d'un cours descendant. Il y a différentes modalités, donc tout ça, ça nécessite une discussion, mais il faut quand même qu'on puisse en discuter. Juste sur alors, pour le financement, on a une enveloppe. Voilà, on aide aussi financièrement, même si elle est, ça reste la MSA, mais il y a une petite enveloppe quand même. Et aussi la mobilisation de partenariats, ça elle est aussi faite pour ça. Donc sur beaucoup de régions, il y a les ARS, il y a les CEPAM, il y a les acteurs locaux aussi, en fonction du territoire. Qui peuvent aussi mettre un peu la main au porte-monnaie. Ensuite, sur l'internat pluripro, alors moi je trouve, en fait on en a notamment en zone rurale, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'internat rural. On le voit, il y en a en Bretagne, il y en a en Île-de-France, on en avait quelques-uns. Alors, genre Maritime peut-être, je connais pas tous les, mais effectivement, on essaye nous, la MSA a plusieurs projets de ce style où elle met à disposition des fermes qui sont soit plus utilisées, soit pour par le biais de ses élus à des étudiants de passage pour aussi permettre à des MSP en zone rurale d'accueillir des étudiants. Parce que, notamment, en tout cas, la problématique qu'on avait en Ile-de-France, c'est que les gens, ils font leur stage à la PHP et puis ils veulent pas trop aller dans le 77. Donc, l'idée, c'était d'avoir aussi un peu cette découverte aussi du monde rural. Elle se fait via ce type de structures qui sont intéressantes aussi à développer. Mais effectivement, c'est des choses assez ponctuelles et pour une certaine catégorie de professionnels avec, effectivement, peut-être moins de contraintes personnelles.
peut avoir en fin d'intérêt de médecine. Merci. On sait l'importance d'intégrer les usagers à la vie des MSP. Est-ce que vous aviez songé, lors de la formation initiale des étudiants, à les sensibiliser à l'intégration des représentants des usagers ou des associations de maladies chroniques? Alors ça, c'est quelque chose qui est fait à Bordeaux assez peu, mais qui est fait. C'est fait beaucoup plus dans d'autres facultés, notamment chez Bobigny, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais on le fait. C'est une sacrée organisation parce que les cours sont répartis en 9 à 10 commissions pédagogiques locales, ça s'appelle comme ça, sur le territoire pour ce qui concerne Bordeaux. Peut-être que j'ai vu Yann Brabant tout à l'heure qui était de Poitiers, donc il pourrait me donner aussi son avis sur ce qui se passe à Poitiers. Mais en tout cas, c'est un gros problème pour nous. Parce qu'il faut, par exemple, quand on fait le cours sur les infections sexuellement transmissibles, on demande à l'association aide de participer, et donc ils viennent volontiers. Ça a demandé une grosse organisation parce qu'ils viennent et c'est démultiplié par 9 ou 10 sessions. Donc ça, c'est une petite complication pour nous. Mais dès qu'on peut le faire, on est d'accord pour le faire. La preuve, c'est qu'on l'a expérimenté. Et c'est bien sûr à développer, mais ça demande énormément d'énergie. Et à l'heure actuelle, j'avoue que les différentes réformes qu'on a essuyées là, rendent problématique cette dépense d'énergie supplémentaire. Je pense qu'on a des enseignants de médecine générale, et en tout cas ceux de mon département, qui travaillent à peu près le double de ce qu'ils doivent travailler, en nombre d'heures de travail. Donc c'est pour dire. D'autres réactions peut-être? Dans les autres corps de métier, comme l'éducation thérapeutique du patient, avec de nombreux programmes qui sont mis en place sur tout le territoire de Gironde en tout cas, mais je pense partout en France, et qui permettent quand même de donner plusieurs clés aux patients pour qui deviennent un peu experts de sa problématique de santé, donc qu'ils soient vraiment ressources. Ils peuvent même se former pour devenir formateurs en ETP. Donc il y a quand même des éléments de réponse là-dessus. Donc il y a une problématique qui a été soulevée, c'est celle liée aux conventions de stage, pour permettre à l'étudiant d'aller passer des journées avec différents professionnels de santé au sein de la MSP. Alors il y a eu des témoignages qui disaient qu'en réalité, ces étudiants y passaient des journées de manière un peu informelle avec d'autres professionnels de santé. Est-ce que c'est quelque chose une problématique à laquelle vous avez été confronté? Alors, concernant les conventions de stage, aujourd'hui, on se donne un petit peu de souplesse, justement, à la rédaction des conventions de stage, pour permettre aux étudiants d'aller à la rencontre d'autres professionnels. Je m'explique. Il y a à peu près 85% de l'exercice en kiné qui se fait soit exclusivement en libéral, soit mixte. Et donc il y a des étudiants qui vont dans des cabinets libéraux où le kiné travaille également en structure, avec donc son organisation différente. Et maintenant, on a la possibilité sur la convention de stage de mettre on va dire la référence du cabinet libéral avec le tuteur principal, mais on rajoute justement les adresses des autres structures qui permettent en toute sécurité, où tout le monde est protégé, en termes d'assurance, je parle, où l'étudiant dit bon ben voilà, aujourd'hui tu passes dans la semaine, tu vas passer 3 jours avec moi en cabinet et les 2 autres jours, tu vas aller en structure pour aller vivre autre chose et aller à la rencontre d'autres professionnels. Donc vraiment, on a ouvert cette possibilité-là au travers des conventions de stage, bien évidemment. D'autres réactions? Oui, une petite réaction. C'est pas toujours simple. Nous, on a la problématique de la formation en gynécologie, par exemple. Et on fait appel aux sages-femmes, notamment sages-femmes qui sont des maisons de santé, mais pas que. Et la problématique, c'est qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'indemnisation, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable, mais elles ne peuvent pas bénéficier d'indemnisation en tant qu'encadrantes, même si pendant 6 mois, elles vont encadrer pendant un étudiant de médecine générale pendant 6 mois, une journée ou une journée et demie par semaine. Donc ça, c'est une anomalie
à combler, hein, parce que je pense que les sages-femmes peuvent très très bien former les internes de médecine générale à la pratique de terrain sur la santé de la femme, très clairement. Après, effectivement, ça pose pas de problème lorsqu'on est sur un terrain de stage d'aller passer un moment avec l'infirmière, avec le kiné, avec n'importe quel autre professionnel ou une autre spécialité. Et en ce qui concerne d'autres spécialités médicales, hein, qui peuvent être soit dans une structure, soit dans une CPTS, il n'est pas interdit comme un interne y aille. Le problème, c'est un problème d'assurance, en fait. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose sur le lieu qui n'est pas prévu pour l'accueil de l'étudiant, et voilà, on se retrouve dans une difficulté, et c'est ça qui coince. Alors, il y avait deux questions pour Aristide. La première, c'est souhaiteriez-vous exercer en libéral ou salarié? Et d'ailleurs, il y a la MSP de Pont-du-Casse dans le 47 qui serait ravie de vous accueillir. Alors, je m'orienterai plutôt sur du libéral. Et je suis en train peut-être de m'installer plus près de là où j'habite. Voilà, mais j'en parlerai voilà, autour de moi pour essayer de faire un peu de pub. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on pourra trouver votre thèse une fois qu'elle sera publiée? Dans le référentiel des thèses, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, les thèses à la bibliothèque universitaire, sur Internet. Les thèses, une fois qu'elles ont été soutenues et qu'elles sont de qualité, elles sont acceptées à la publication, donc elles sont disponibles en ligne. On peut les retrouver soit sur le site de la bibliothèque universitaire de la fac d'origine, soit alors sur Sudoc, directement en ligne, à condition que cette thèse n'ait pas été l'objet d'un embargo pour des raisons de publication. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, il y avait une question sur le séminaire Éductour. Est-ce qu'il est applicable à des professionnels de santé déjà installés sur un territoire? Alors, j'ai compris sous-entendu, sans qu'il n'y ait forcément d'étudiants qui participent. Alors, ça marche? Oui, non? Oui. Bah, c'est bon, pardon, je ne m'entends pas. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, non. Encore une fois, on s'adapte. Mais l'objectif d'Éductour, c'est quand même vraiment de former à l'exercice coordonné des étudiants. Et l'idée aussi, c'est de créer un engouement aussi pour ce type d'exercice. Donc l'idée initiale d'Éductour, c'était vraiment en lien avec les filières enseignantes. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Il y a d'autres régions qui se posent la question de faire évoluer aussi la formation. Je pense que c'est deux choses différentes. Et l'un n'empêche pas du tout l'autre. Je pense qu'il faut une formation interprofessionnelle à des étudiants en santé, qu'ils soient ensemble. Même s'il y a des freins, on le sait, on le voit. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a 24 séminaires. On a une dizaine de facultés qui sont allées et qui continuent à y aller avec des étudiants qui sont satisfaits, des étudiants qui imaginent à plus de 90% s'installer dans ce type d'exercice. Donc c'est quelque chose, alors, on est tout à fait conscient des freins, mais qui fonctionne. Une fois que c'est lancé, la difficulté, c'est vraiment le premier pas. Après, disons que voilà, mais on le sait, voilà, c'est complexe. Pour les professionnels en exercice, c'est une autre question, mais ça peut tout à fait s'envisager. Je sais qu'il y a aussi pas mal, avec Santé réfléchi, la formation continue aussi de ces professionnels-là, et faire dans la formation continue une partie de formation continue pour les professionnels en exercice coordonné. Ça peut tout à fait, et le contenu en fait n'est pas tellement différent. L'idée, c'est vraiment toujours de mieux se connaître, mieux construire des choses ensemble. Mais on parlait tout à l'heure de la maturité des étudiants et à quel moment il faut le faire. Mettre ensemble des infirmières en fin d'année avec des médecins qui exercent depuis plusieurs années en MSP, ça paraît pas très cohérent non plus. Donc il faut aussi rester sur... mais l'un n'empêche pas l'autre, pour moi. Ok, j'ai une toute dernière question qui sera rapide, mais c'est pour Jean-Philippe Joseph.
Vous avez dit qu'il y avait des difficultés à recruter des maîtres de stage en MSP. Ce qui est un peu étonnant parce qu'il s'agit quand même d'un des critères majeurs de qualité d'une MSP. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que pour notre région et pour la France, ça pourrait être bloquant pour l'accueil des 4e années d'internat, alias docteur junior? Alors, des difficultés, en tout cas, j'ai des difficultés à trouver des terrains de stage aujourd'hui. De nouveaux terrains de stage. Il y a ceux que je connais, j'ai des difficultés à trouver de nouveaux terrains de stage. Et quand je regarde la carte des MSP de la région, enfin, en tout cas de la région Nouvelle-Aquitaine, avec la carte des maîtres de stage, je vois bien qu'il y a un certain nombre d'endroits où il n'y a pas de maître de stage. Donc ça ne me paraît pas normal, je veux dire, que toutes les MSP n'aient pas au moins un maître de stage. Si je peux me permettre, sur la dernière grille qu'on a reçue par mail, parce que je suis maître de stage, j'étais pas identifié comme MSP alors que je l'étais avant. Alors, il peut y avoir des erreurs, non, mais parce que les grilles, les cartes, il peut toujours y avoir des erreurs. Et merci de la souligner. Non, mais c'est rassurant d'ailleurs, parce que tant que des erreurs, ça veut dire que quand même, on est encore humain et que donc on crée du lien. Mais je veux dire par là que non, réellement, il y a une grosse difficulté. Il y a plein d'endroits où il y a des MSP sans maître de stage. Alors, j'en comprends les raisons, mais il faut quand même être moteur pour ça, pour changer ça. Parce que c'est un enjeu majeur pour la suite. Mais bon, je le dis à une assistance qui est convertie à ce type de propos. Mais effectivement, il faut aller vers ça. Voilà. Alors, après, on peut faire du prosélytisme. Moi, je peux prendre mon bâton de pèlerin et aller dans les MSP. Mais enfin, j'avoue que là, il y a un moment donné où je ne peux plus matériellement faire ça. Donc, il faut que ça soit quand même, cette information se véhiculer. Après, la maîtrise de stage, ce n'est pas n'importe quoi non plus. C'est quand même une formation de 2 jours minimale pour encadrer les internes. C'est aussi le fait de prendre du temps avec les internes et de les former. D'être là juste pour avoir un assesseur qui fait le travail et sur lequel on ne renvoie aucun message pédagogique, aucune plus-value en termes de formation. Et là, il y a parfois aussi une erreur là-dessus. Donc, clairement, lorsque les internes sont formés et bien formés, les maîtres de stage ont un retour sur investissement très clair et tout le monde est content. Et donc, il faut aller vers ça. Pour la 4e année, encore plus, parce que en 4e année, il va falloir trouver des terrains de stage pour 160 internes supplémentaires. Donc, 160 terrains de stage supplémentaires. Et ces terrains de stage, moi, je souhaite vivement qu'ils soient en MSP, très clairement. Donc là, c'est une mobilisation de tous par rapport à ça. Voilà, je veux dire que nous, on est prêts à l'université et avec le Collège des généralistes enseignants d'Aquitaine, mais je pense que c'est pareil pour tous les collèges en France d'enseignants, on est prêt à former les nouveaux maîtres de stage, on est prêt à les encadrer, on est prêt à faire la formation continue, parce qu'on assure aussi une formation continue pédagogique. Mais je pense qu'il faut vraiment que il y ait une mobilisation massive par rapport à ça. Et moi, je préférerais mettre des internes dans des maisons de santé pluriprofessionnelles que dans des endroits où il y a un seul médecin ou voire quasiment personne. Non, ça, c'est clair. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci à tous nos intervenants. Je pense qu'il y a de belles choses qui ont été formulées et que, comme la notion d'équipe dont on a discuté pendant la première table ronde, on va continuer à suivre les dossiers. Mais je suis persuadée que d'ici un an, on aura, je l'espère en tout cas, que d'ici un an, on aura de nouvelles initiatives à présenter. Merci beaucoup. Il est temps d'inviter à présent notre grand témoin. Elle a assisté toute cette matinée. Elle va nous dire les informations qu'elle a retenues. J'imagine pas mal. Françoise Janson, médecin généraliste, ancienne présidente de Médecins du Monde, aujourd'hui vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la santé, la silver economy, de la formation sanitaire et sociale. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Tant d'activités. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être invitée dans des cercles de professionnels de santé parce que ça veut dire que les professionnels de santé savent maintenant ce que c'est qu'une collectivité territoriale, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une dizaine d'années. Oui, on va parler de ça. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Juste pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi un conseil régional vient parler ici ?
C'est parce qu'on a plusieurs compétences. C'est nous qui finançons et qui agréons la formation de tous les paramédicaux et de tous les professionnels sociaux. Donc, effectivement, les 15 000 étudiants infirmiers qui se forment sur le territoire. On a des compétences sur l'aménagement du territoire. Donc ça vous dit tous quelque chose. Comment on aménage un territoire sans professionnels de santé, c'est pas possible. Sur les industries de santé, vous verrez, j'en redirai un mot après. Sur la recherche en santé, là aussi, on n'en a pas parlé du tout, d'ailleurs, mais on ne peut pas parler de tout. Sur la prévention, et puis avec un axe prioritaire du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, de travailler sur une seule santé, ce qui rejoint un petit peu la prévention. Rappelez quand même que la Nouvelle-Aquitaine, quand on regarde les cartes globales de la France, vous savez, celles où il y a les nombres de professionnels de santé, plus c'est clair, moins il y en a, plus c'est foncé, plus il y en a. On n'est pas trop mal doté, on est plutôt pas mal doté en Nouvelle-Aquitaine. Bon, enfin, ceci dit, vu les différences entre les Pyrénées-Atlantiques et les Deux-Sèvres, pour ne pas parler de la Creuse, puisqu'on a déjà parlé, on a quand même des soucis à se faire. Donc des grandes disparités et des disparités aussi sur l'exercice coordonné. Alors, ça n'a pas été dit, mais quand même, moi, ce que je remarque dans la région, c'est que l'exercice coordonné, il est dans les endroits souvent où c'est le plus compliqué, où il y a le moins de professionnels de santé. Il n'y en a pas tant que ça au sein de Bordeaux ou de Biarritz. Mais bon, ça viendra peut-être. Quand ça sera pas simplement une réponse à la difficulté, mais une façon de travailler générale. Puisque ce que j'ai entendu ce matin, c'est que tout le monde reconnaît l'importance et le bénéfice de l'exercice coordonné. Bon, c'est peut-être parce qu'on est ici, mais en tout cas, c'est bon pour les patients, ça répond à leurs besoins à la fois en tant que patients chroniques, de suivi au quotidien, et dans l'urgence. C'est bon pour les professionnels de santé. Donc, en tout cas, le bénéfice, il est reconnu par tous. C'est vraiment le système idéal. Mais enfin, tout le monde ne le reconnaît pas quand même. Hein. Si j'ai bien entendu, il y a encore quand même beaucoup de gens, malheureusement, qui ne le reconnaissent pas. Donc, l'objectif de la matinée, c'est de savoir comment on décide ceux qui ne sont pas encore décidés, à rentrer dans le système de l'exercice coordonné. Et puis, je crois qu'il y a une petite différence à faire. Ça a été un petit peu abordé, mais pas trop. Il y a exercice collectif, ce qu'on appelait autrefois les cabinets de groupe, et exercice coordonné. Et on voit que l'exercice coordonné s'amplifie, mais l'exercice collectif, on n'en a pas beaucoup parlé, ça augmente aussi. Alors, cet exercice coordonné, donc on veut le promouvoir, mais il y a quelques blocages. Alors, pour le blocage, il vient de personne. Il ne vient pas de la CNAM, il ne vient pas de l'ARS, il ne vient pas des médecins. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Ce que j'ai reconnu, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a pas de blocage, je dirais, psychologique, politique de la part de l'assurance maladie. Il y a quand même un petit blocage que j'ai entendu, c'est la question du médecin traitant, qui finalement, après avoir été une opportunité, devient quelquefois un blocage, en particulier dans la réponse territoriale et dans la réponse sur les CPTS. Comment est-ce qu'on sort de sa file active et de sa patientèle? Il y a un petit problème de paiement, mais bon, je crois que ça on peut passer au-dessus. Pas de l'ARS qui soutient les équipes. Après, parce que j'ai le droit de dire des choses que j'ai vues, moi, il me semble que l'équipe coordonnée, elle doit passer au-dessus des types de rémunération. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré à côté de Pau un site, c'était un ancien supermarché qui a été transformé à la fois en centre de santé et en maison de santé. Et ils travaillent ensemble. Donc il y a ceux qui sont salariés, ceux qui sont libéraux. Je pense qu'il y a des blocages aussi à faire sauter. Ça a été très compliqué de l'autoriser. Il y a aussi des blocages à faire sauter de ce côté-là. Mais bon. Ensuite, pas des patients, pas de blocage de la part des patients qui sont prêts à devenir acteurs, ça j'ai bien entendu. Par contre, les blocages, ce que j'ai entendu, c'est que ça vient beaucoup des questions, ou dans le blocage, en tout cas dans le développement, ça vient beaucoup des questions de pilotage et d'organisation. On voit qu'en arrivant à maturité, il y a besoin de compétences managériales, il y a un problème quelquefois de confusion des rôles, donc il y a une organisation à faire. Et puis, des blocages sur le plan financier. Est-ce qu'on continue le financement à l'acte? Est-ce qu'on passe au PEPS? Je ne parlerai pas de forfait. Dans ce cas-là, il y a une vraie réflexion à avoir sur la répartition de la rémunération des professionnels, des équipes, des professionnels, qui peuvent être tous
très, très différents. Et je me disais, et c'est pour ça que le lien avec l'entreprise, c'est qu'en fait, cet exercice coordonné, quand il arrive à maturité, eh bien, on arrive à des vraies petites entreprises. On a un peu envie de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une formation managériale de type chef d'entreprise ? D'autant plus que c'est beaucoup plus compliqué que les entreprises, pour en voir beaucoup, parce qu'une entreprise, en général, vous avez un patron, il a des salariés, donc lui, il décide éventuellement en écoutant ses salariés, et les salariés, ils obéissent ou ils s'en vont. Dans l'exercice coordonné, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un patron, une organisation, mais que tout le monde étant libéral, tout le monde est libre. Donc, il faut être très intelligent, et pour être très intelligent, il faut être très nombreux à travailler sur les modèles à trouver, mais on voit que le modèle n'est pas abouti et qu'il faut encore y travailler. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, et je ne serais pas étonnée que des instituts comme Cage ou comme d'autres qui travaillent sur le management soient intéressés à travailler avec vous sur peut-être les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences à avoir. Alors, dans les autres blocages, ce que j'ai vu, c'est que pour y arriver, effectivement, on ne devient pas coordonné sans avoir été formé à la coordination. Et que pour ça, même en passant par la formation initiale, alors moi j'ai une formation de médecin, je vois un peu comment sont les formations paramédicales. Le problème, c'est que pour former les gens à quelque chose, il faut y avoir été formé soi-même. Et quelquefois, il faut y travailler. Et je pense en particulier aux formations médicales. Je ne sais pas comment on peut demander à des médecins qui travaillent dans des CHU de former des gens à l'exercice coordonné territorial de la Creuse, des Deux-Sèvres ou même de la Gironde. Donc, est-ce qu'on n'a pas des questions à se poser sur aussi les personnes qui forment et comment on est formé? C'est quand même des formations qui sont encore très CHU-centrées, même si on voit qu'on en sort petit à petit, soit au niveau des centres hospitaliers, soit de plus en plus au niveau des MSP, si vous répondez à l'appel désespéré de Jean-Philippe Joseph pour avoir des stages en MSP. Donc c'est toute la question effectivement de la formation théorique. Et puis, vous l'avez dit, il faut une formation à cette coordination, il faut une formation à travailler ensemble, il faut une formation à se reconnaître les uns les autres entre différents professionnels de santé. Tout ça, il faut quand même que ça s'apprenne un peu. Enfin, je me disais en vous écoutant, il faut quand même que ça s'apprenne au cours des études, y compris théoriques, bien sûr dans les stages, mais il faut peut-être travailler au niveau national avec l'aide des patients pour introduire un certain nombre de notions un peu plus tôt, en particulier dans les études médicales. Donc, genre, les stages, j'ai entendu, je ne vais pas être trop longue parce que je sais bien que vous avez tous faim. Alors, on voit qu'il y a des essais qui sont faits pour former plus jeunes et plus vite à cette question d'exercice coordonné. Et l'éductour, j'en avais pas entendu parler, je trouve ça formidable. Il faut vraiment qu'on travaille plus ensemble avec la MSA. Le service sanitaire qui a quand même été vendu pour ça, il y a quelques années, pour initier à la prévention et pour ça. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler mieux sur le service sanitaire? À quel moment ensuite? Alors moi je prends parti, je dis il faut commencer à former les gens tout de suite à la coordination et à la reconnaissance de l'autre, mais peut-être c'est aussi dans les stages à la fin. Il y a une chose que j'ai pas entendue et ça m'étonne parce que alors dans mon boulot avec les paramédicaux, Dieu sait que j'en finance, c'est la question de la simulation en santé qui m'est vendu. Alors, à chaque fois qu'on me demande des centaines de milliers d'euros pour des outils de simulation, on me dit, mais vous comprenez, c'est hyper important parce que ça permet de faire de la simulation en pluriprofessionnel et ça prépare à l'exercice coordonné. J'imagine que c'est pas tout à fait vrai ou bien que c'est pas tout à fait suffisamment vendu comme ça. Mais c'est vrai que pour en avoir vu, c'est quand même vachement intéressant d'avoir un cas pratique dans lequel vous avez différentes professions de santé. Bon, on ne va pas diminuer le nombre d'infirmières pour arriver à le faire avec tout le monde, mais effectivement, il y a certainement des choses à faire, y compris peut-être au sein des maisons de santé. Il y a d'autres mots dont je n'ai pas entendu trop parler. Si on en a parlé un peu on a parlé un petit peu de prévention. Pas tellement, mais je vais le reprendre. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je crois que je suis à peu près arrivée au bout. L'idée, c'est que quand même, il y a beaucoup de blocages, mais qu'on voit que les planètes sont alignées depuis le début des formations jusqu'au plus haut niveau de l'État, enfin, ce qui est encore au plus haut niveau de l'État. Donc, on peut espérer
on voit qu'il y a des blocages qui sont juridiques, on voit qu'il y a des blocages législatifs, mais on voit quand même que les premiers blocages, c'est des blocages, des questions de coordination et de travail entre soi. Je pense que le genre de journée y participe largement. Et puis pour terminer, pour reprendre le fil d'ouverture de cette journée sur la course, je pense qu'on a encore à travailler beaucoup ensemble. Nous, on a un programme au niveau du conseil régional qui peut faire travailler des exercices coordonnés. Je le vois à chaque fois que j'aurai du monde. On a décidé il y a quelques années qu'au niveau du conseil régional, on n'avait pas beaucoup d'argent pour la prévention et la santé. On allait choisir un levier de santé. Ce levier de santé qu'on a choisi, c'est l'activité physique. L'activité physique chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui finançons aussi les lycées. On se dit, bon, finalement, 1 heure d'activité physique, que feraient tous les jeunes, et en particulier ceux qui sont dans les zones les plus déshéritées de ce territoire. On sait tous que ça repousse les hypertensions, ça repousse les diabètes, que ça permet d'éviter l'obésité, etc. Et que la question de la sédentarité est vraiment une question majeure. Donc, si tous ceux qui travaillent dans l'exercice coordonné veulent travailler avec nous sur ce programme, Tu bouges, t'es bien, et en être les promoteurs, juste pour que les jeunes marchent et courent et montent les escaliers au lieu de s'asseoir dans un canapé, vous seriez les bienvenus et je serais très heureuse. Et pour finir, on a parlé des internats ruraux. Vous dire quand même 2-3 petites choses que peut faire la région pour vous aider. La première chose, c'est que, enfin, si on s'arrête à 100 milliards de dettes, pas si on passe à 300 milliards, parce que sinon on aura du mal, on n'aura plus beaucoup de financement. Mais notre souhait, c'est de financer on peut financer des projets innovants. On ne financera jamais du fonctionnement du temps de médecin, mais on peut financer des projets innovants, comme l'Éductour ou comme d'autres projets innovants, soit de formation, soit d'exercice sur le territoire. On finance des projets innovants aussi avec le numérique. Et pour finir, on finance depuis cette année, alors pas des internats ruraux, j'aime pas le terme d'internat ruraux, parce que pour moi l'internat c'est vraiment hospitalier, mais des colocations de stagiaires en santé, qui regroupent évidemment des kinés, des infirmières, des aides-soignantes, des vétérinaires, des médecins, des pharmaciens. Et que pour ça, on aide les collectivités qui souhaitent faire des colocations de stagiaires à condition qu'il y ait plus de 3 chambres dans chaque colocation afin qu'ils y soient heureux. Et on travaille évidemment main dans la main avec Jean-Philippe Joseph pour ça. Merci à tous, bon appétit et bonne fin de journée. Merci beaucoup Françoise Janson. On se retrouve donc vers 14h pour le début des pitchs, justement des projets innovants qui vous seront présentés.